RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet. Bonsoir. Alors notre invité est Florian Philippot. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. Vice-président du Front National et député européen. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc la présidentielle de 2007 est imprévisible et peut, comme la primaire, réserver des surprises. Après le Brexit et l'élection de Trump, partout en Occident, l'état de l'opinion semble de plus en plus échapper aux médias et aux sondages. Les primaires de la droite et du centre ont couronné François Fillon, le discret ancien Premier ministre de Sarkozy, surnommé il n'y a pas si longtemps Mister Nobody. La revanche, il l'a aujourd'hui face à tous ceux qui l'ont humilié. Ainsi va la vie politique avec ces incroyables retournements de situation. François Fillon, donc élu avec 66% des voix, les mains libres désormais pour réorganiser le parti et affiner sa stratégie. Fillon, candidat de la droite, est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour votre parti, pour Marine Le Pen? Vous nous répondrez. Allez-vous modifier, vous aussi, votre stratégie? On va le savoir. Et la première question vous est posée par Véronique Rigolet. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. 300 000 militants ou sympathisants FN sont allés voter à cette primaire de la droite et du centre. Malgré vos consignes, elles avaient été fermes de ne pas y participer. Est-ce que ça vous inquiète pas de voir cet engouement d'une partie de votre électorat pour une primaire de droite et qui plus est pour ce type de scrutin qui est une primaire? Alors, on n'avait pas donné de consigne ferme, on avait donné un conseil. Ensuite, qu'il y ait quelques sympathisants qui aient voté peut-être pour des raisons d'abord stratégiques. 300 000, c'est pas rien quand même. Oui, mais 300 000, vous savez, à peu près, on a réuni 7 millions d'électeurs aux dernières élections régionales, donc 300 000 sur 7 millions, ça fait même pas 5%. Ça fait moins de 5%, donc plus de 95% n'y sont pas allés. Et puis, moi, je recevais quelques messages, je l'avais dit d'ailleurs, d'électeurs Front National qui disaient pour qui voter pour que ensuite Marine soit dans la meilleure position possible à l'élection présidentielle. Donc il y avait un peu de vote tactique ou de vote stratégique. Voilà. Pour le reste, c'est une élection primaire qui s'est faite sur un corps électoral d'à peu près 4 millions de personnes, soit 9% du corps électoral. Je crois que ceux qui se sont enflammés, enthousiasmés ou ont essayé de tirer des leçons politiques d'une élection aussi restreinte en auront pour leurs frais dans quelques mois, parce qu'on 91% des Français ne sont pas allés voter. Alors, cela dit, vous ne pouvez pas nier que c'est un succès. Tout le monde a loué le succès de ces primaires. La gauche et la droite le font maintenant. Et est-ce que ça ne donne pas un petit coup de vieux au Front National? Parce que dans le fond, vous vivez un peu comme un vieux parti monarchique. Le vieux roi, la fille, la nièce, le gendre. C'est comme si François Hollande avait donné le Parti socialiste à son fils Thomas. Ou comme si Martine Aubry était la fille de Jacques Delors, par exemple, ou quelque chose comme ça. Non, Marine Le Pen n'a rien reçu, on ne lui a rien donné, elle s'est battue. Il y a eu une élection interne, je vous rappelle, au Front National, il y a des statuts pour être président du Front, il faut être élu par les adhérents du Front National. Il y a eu une campagne interne, elle l'a emporté, je crois, avec à peu près 68% des voix en interne. Donc, mais ma question, ça ne vous donne pas un petit coup de vieux? Vous n'avez pas envie de vous mettre à l'exercice des primaires? Je crois d'abord que les primaires, ils les ont faites contraints et forcés, parce qu'ils n'avaient pas de leader. Ils auraient eu un leader, ils s'en seraient bien passés. Ensuite, je crois qu'avoir cette obsession pour le modèle américain, je ne vois pas très bien ce qu'il y a de moderne. Alors, je sais qu'on peut toujours considérer, pour certains, ça fait 60 ans qu'ils sont dans cet état d'esprit, que tout ce qui vient des États-Unis est forcément bon, moderne et formidable. Ça n'est pas notre vision des choses. Il y a un modèle, celui de la Ve République, construit, façonné par le général de Gaulle, et qui voulait justement débarrasser l'élection présidentielle des questions de parti, des questions internes au parti. Et la meilleure chose qui a été faite, c'est justement l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est une arme faussement démocratique. Oui, parce que les mêmes qui vous disent on est des grands démocrates parce qu'on fait des primaires, d'abord mettre en place un suffrage censitaire, il faut quand même le rappeler. Participer aux 2 tours, ça coûte quand même 4 euros. Patrick Buisson. C'est pas tout à fait anodin.
c'est sur le symbole, même Oui, c'est mais très, très fort. 4,5 millions de Français ont fait des accepté de sous, en payer plus. pour Et aller voter. deuxièmement, C'est pas rien. Ça fait des sous dans les caisses, Oui, qui manquaient ils d'argent. ont quand même un électorat, il ne faut pas le nier. Et deuxièmement, les mêmes, ceux qui organisent ces primaires en disant nous sommes de grands démocrates, sont ceux qui ne font aucun référendum quand ils sont aux responsabilités. C'est-à-dire là où le peuple, massivement, beaucoup plus que 4 millions de personnes, pourrait aller s'exprimer, voter aux urnes par référendum pour dire ce qu'ils pensent des grandes orientations du pays, ce qu'ils pensent de tel ou tel grand sujet, tel ou tel traité, on ne le fait pas. Les référendums... Et là, je crois que c'est nous, vous voyez, au contraire, on fait peut-être pas de primaire parce qu'on a un leader, parce qu'on respecte la Ve République, mais on fera des référendums. Et pourquoi et pas je faire crois les deux que c'est beaucoup plus démocratique. Pourquoi pas faire les deux? Par exemple, dans votre camp, cette envie de primaire commence à germer, notamment chez le député Gilbert Collard, qui lui a plaidé, c'était hier, pour une primaire au Front National en 2022. On l'écoute. Une primaire intéressante, et je trouve même que le Front National ne pourra pas dans l'avenir, à mon avis, s'en affranchir. Vous voyez. Ah oui. Ah bon? Oui, parce que je considère que c'est une vraie réussite démocratique. Voilà, cette vraie réussite démocratique, on peut avoir à la fois une primaire et derrière organiser des référendums, pourquoi pas? On est doublement démocratique, non? Mais je crois Non, qu'en vous voyez 2022, nous serons occupés à faire réélire Marine Le Pen. Voilà. Et qu'on aura tout à fait autre chose à faire qu'une primaire. Et encore une fois, moi, désolé, c'est comme ça. Alors, vous Je pensez suis attaché aux institutions de la Ve. On a fait la Ve République justement parce que la Quatrième République est morte dans les affaires de partis, les combines de partis. J'entends bien. On y retourne, c'est faussement démocratique. Mais dans votre parti C'est qui devient, faussement démocratique. dans votre parti qui devient grand et qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui est déjà qualifié, semble-t-il, pour le second tour de la présidentielle, d'ici à 2022, on ne peut pas totalement oblitérer le fait qu'il y aura peut-être des idées nouvelles. On voit déjà que Marion Maréchal Le Pen n'a pas totalement les idées de Marine Le Pen. D'ici à 2022, il y a peut-être d'autres voix qui vont s'ajouter dans ce concert au sein de votre parti, non? Encore une fois, il y a des instances au Front peut pas National, dire il y a des aujourd'hui, statuts, on peut se présenter. Les statuts à tel verrouillent, ou il n'y tel- aura jamais de Mais primaire. ça se change des statuts. Mais nous ne Florent sommes Philippot. pas. Non, vous voyez, les seules primaires qui ont abouti aujourd'hui en France ont fait élire François Hollande. Voilà, ça a abouti à l'élection de François Hollande, président de la République. Je ne peux pas dire que ce soit un formidable succès. Je ne vois pas très bien ce que ça a apporté à la démocratie française. Enfin, Alors, c'est pas en les primaires de revanche- gauche qu'on fait élire François Si, Hollande. les premières Ça a été primaires candidat, en ça a France, été c'était candidat de la 2011. gauche, oui. Elles ont mené, primaires ouvertes, elles ont mené François Hollande candidat, François Hollande président de la République. Bon, est-ce que les Français sont très heureux de ce résultat? Je ne sais pas. Voilà, on peut considérer que c'est magnifique, formidable. On peut aussi voir que dans les zones populaires, personne n'a voté. Alors, voilà, Non, mais il faut pour ça- s'interroger. oui, non. On peut regarder que dans la ruralité, personne n'a voté. C'est un peu une nouveauté, ces primaires. Hein. Non, mais déjà en 2011, il y a même la même sociologie s'était rendue aux urnes. Vous dites. Et on voit que toute une France des oubliés, une France de la périphérie, une France de la ruralité, une France des banlieues lointaines, ne s'est pas, une France populaire, même des classes moyennes, ne s'est pas rendue aux urnes. C'est ce que vous. Il faut s'interroger là-dessus. Par contre, je suis certain qu'on interrogerait l'intégralité du corps électoral français sur les grands sujets. L'immigration, le traité transatlantique, la souveraineté française, là je suis certain que vous n'auriez pas 9% de participation, vous auriez 80-85% de participation. Donc vous dites c'est faussement démocratique, c'est un suffrage censitaire. Hein, je rappelle que c'était à l'époque où seuls les riches pouvaient voter. Vous considérez que c'est aujourd'hui le cas, c'est-à-dire que ce ne sont que les privilégiés qui vont voter à des primaires. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pourquoi ils s'en affranchiraient? Parce que c'est payant? Ça, je ne sais pas. Non, la somme existe. Il ne faut pas balayer les 4 euros pour 2 tours d'un revers parce que 4 euros, c'est quand même 4 euros. Ça peut représenter deux repas à la cantine pour certaines familles. Donc il ne faut pas négliger ce fait. Maintenant, ça n'est pas non plus hors de prix. Donc c'est probablement pas l'argument principal. Je ne sais pas, c'est aux sociologues d'expliquer pourquoi telle ou telle catégorie de la population est allée voter et pas une autre. Oui, vous le dites. Vous dites Mais ce que nous constatons, et ça c'est une réalité indéniable, c'est que la France des milieux populaires, des classes moyennes, de la ruralité, c'est très 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 peu déplacé dans ces primaires. Parfois, il y a des taux de participation de 1%, de 2%, de 3%. Voilà, ça c'est un fait. Donc, je n'ai aucun mépris pour ceux qui sont allés voter. C'est leur droit le plus absolu. Je constate simplement un fait et j'avertis les responsables politiques qui voudraient tirer des conséquences, des enseignements politiques du résultat sorti des urnes et de ces primaires, qu'ils se fourvoient totalement. Parce qu'on ne peut pas faire d'analyse politique sérieuse à partir de 9% du corps électoral. Alors on a parlé des primaires, cette fois on va parler de la victoire de François Fillon et dans le fond, comment lui, il a analysé sa propre victoire. C'était dimanche et on l'écoute. Les électeurs de la droite et du centre ont trouvé dans ma démarche
les valeurs françaises auxquelles ils sont attachés. Ces valeurs, je les défendrai. Et nous les partagerons avec tous ceux qui, dans leurs différences, aiment la France. Personne ne devra se sentir exclu d'une société que je veux plus juste et plus solidaire. Voilà, ces valeurs, Florian Philippot, sont les mêmes que les vôtres. La famille, la patrie, ça va venir. Les valeurs chrétiennes, vous êtes pris dans le fond à contre-pied par François Fillon sur cette idée des valeurs. Je ne sais pas ce qu'il met derrière les valeurs françaises. Moi, je sais, en tout cas, ce un que... petit peu quand même. Écoutez... C'est bourgeoisie, des notables de province qui vont à la messe le dimanche. Je crains, pour être tout à fait honnête, quand on regarde son programme et son parcours, que les seules valeurs qui l'ont motivé jusqu'ici sont les valeurs des cours de bourse. Vous voyez, et notamment quand on regarde son programme, je crois que oui, les valeurs boursières, ça l'intéresse beaucoup. C'est un programme qui est totalement destiné à les soutenir, à soutenir ceux qui en bénéficient, mais certainement pas les valeurs de la France. Là, il y a quoi dans les valeurs de la France? Je ne sais pas très bien, chacun y mettra sa sauce d'ailleurs. Je ne suis pas là pour donner le là absolu sur cette question-là. Je serais très prétentieux de le faire. Moi, j'y mets en tout cas, d'abord et avant tout, France, ça veut dire libre. L'idée qu'on est un pays libre. Est-ce que François Fillon incarne cette liberté, cette indépendance française? Il en est l'opposé. Il est celui qui, Premier ministre, a fait passer le traité de Lisbonne, contre la volonté d'ailleurs des Français. C'est-à-dire un traité européen qui nous enserre encore plus dans les contraintes, dans l'interdiction de faire telle ou telle chose, dans l'obligation d'avoir le libre-échange, l'obligation de ne pas avoir de frontières, l'obligation d'accepter les normes qui viennent de l'Union européenne. Donc c'est l'inverse de la liberté. Les valeurs françaises, c'est l'égalité. Est-ce que... c'est pas lui qui négociait les traités. François... il était Premier ministre, simplement. Parce que quand vous admettrez avec moi, c'est un poste institutionnel il y en a un au-dessus qui s'appelle le président de la République, et il me semble qu'il était de la même majorité que lui. Donc s'il était en désaccord à ce moment-là, il fallait démissionner. C'est arrivé à un certain Jacques Chirac en 1976, Premier ministre, qui a démissionné. François Fillon est resté jusqu'à la dernière heure du dernier jour du mandat. Donc il était en accord, et donc il doit endosser l'intégralité du bilan de ce quinquennat. C'est l'égalité. Est-ce que propager une politique foncièrement communautariste, donc qui distingue les Français en communautés et non plus en citoyens d'une même communauté nationale, c'est respecter la valeur d'égalité? Absolument pas. Les valeurs françaises, oui, c'est le travail. C'est vrai que le travail, c'est une valeur auquel on tient tous beaucoup. Mais est-ce que le travailler plus pour gagner plus a été respecté? Est-ce qu'en ayant dans son programme... Oui, mais est-ce qu'en ayant, oui, la crise a quand même bon dos, parce que d'autres pays ont su quand même se ressaisir. Est-ce qu'en ayant dans son programme la suppression de la durée légale du temps de travail, c'est-à-dire la suppression... On va passer au... Oui, mais juste répondre, ça a à voir avec les valeurs. La suppression donc des heures supplémentaires. La suppression des heures supplémentaires, est-ce que vous croyez que c'est une façon de valoriser le travail? Non, c'est l'inverse. Cette droite radicale, traditionnaliste, patriote, François Fillon a utilisé le mot ce matin devant les députés Les Républicains, ça c'est quelque chose qui peut parler à vos électeurs. D'ailleurs, Marion Maréchal-Le Pen, elle s'en inquiète, elle estime que c'est qui représente un danger. Vous avez beaucoup en commun, a-t-elle dit, sur le plan sociétale ou les relations internationales. On pense bien sûr à cette vision très traditionnaliste de la France. On pense également à ce rapprochement que vous souhaitez, tout comme lui avec Poutine. Donc nécessairement, avec ce double discours qui, de fait, est le même, ça ne peut que parler à votre électorat. Est-ce que cela n'est pas un danger? Ce qui n'aurait été pas plus simple pour vous de vous retrouver devant un Alain Juppé qui vous aurait vanté l'identité heureuse? Non, moi, je suis très très heureux qu'on ait François Fillon. C'est pas ce que dit Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Alors là, je peux vous dire Marine Le Pen, j'ai eu au téléphone. Je veux vous dire qu'elle est ravie de ce choix et qu'elle a hâte d'être en campagne contre lui. Elle aurait été ravie que ça aurait été mieux Juppé pour elle. Mais Alain Juppé, de toute façon, mais comme Nicolas Sarkozy, étaient des candidats, je veux dire, qui avaient beaucoup d'angles d'attaque. Mais François Fillon est un candidat qui a un nombre d'angles d'attaque considérable. Vous dites, il se dit patriote, donc les électeurs vont être trompés. Ah non, mais ça leur parle déjà. Excusez-moi, vous en avez un autre. Catholique, un sens commun qui veut... Vous en avez un autre
qui, depuis 15 ans, a écumé les scènes, les plateaux de télévision, les podiums de meeting pour expliquer qu'il était patriote, etc. C'était Nicolas Sarkozy. Je pense que les Français, au bout d'un moment, ne l'ont plus cru. Est-ce que vous pensez que les Français vont croire que François Fillon, qui a livré la France à l'Union européenne, qui a le parfait programme que veut le MEDEF, que veut tous les défenseurs de la mondialisation sauvage, qui a organisé une immigration massive quand il était Premier ministre, croyez-vous un seul instant que les Français vont le croire patriote? Il n'en est plus là dans son discours sur l'immigration. À 3 mois de l'élection. Alors pourquoi vous ne rassurez pas? On comprend que Marine Le Pen soit folle de joie, vous nous le dites. Pourquoi vous rassurez pas Marion Maréchal Le Pen? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce Front National du Nord et puis alors celui du Sud? C'est un peu caricatural. Non, je ne sais pas pourquoi Marion a dit cela. On sait que Marion Maréchal Le Pen est un peu plus libérale que vous. Et ça n'est pas du tout l'opinion de Marine Le Pen. Et je vous assure que ce n'est pas parce que vous dites des choses, vous vous dites patriote. Non. Vous vous dites, je crois même qu'on l'a entendu se dire souverainiste. Parce qu'il prend les gens pour des imbéciles. Parce que trois mots plus tard, il ajoute « Oui, je suis souverainiste européen ». Il a été auprès de Philippe Seguin, puisqu'il a été contre Maastricht. Donc, en 92. Puis il a écrit qu'il avait regretté ce vote. Et entre-temps, je le dis, si vous me posez des questions, laissez-moi répondre. Entre-temps, il nous a expliqué il n'a pas simplement expliqué, il a fait passer le traité de Lisbonne. Donc pour un patriote et un souverainiste, on a vu mieux. C'est l'inverse du patriotisme, c'est l'inverse du souverainisme. C'est le traité de Lisbonne. C'est l'inverse même du gaullisme. Qui a permis le Brexit avec cette solution d'opting out. Le Brexit, les Anglais, justement, ont choisi de refuser ces traités européens qui sont des cages, qui sont des prisons. Et voilà, aujourd'hui, une arnaque que va essayer de propager probablement François Fillon. Mais je vais vous dire aussi bien son bilan que son programme montre qu'il n'a rien d'un responsable patriote ni souverainiste. Pour prolonger ce que dit Véronique, vous avez une partie de votre électorat, on est d'accord, vous n'allez pas me contredire, des petits commerçants, des petits entrepreneurs qui sont d'accord avec François Fillon pour réduire l'État, pour supprimer les fonctionnaires et pour baisser les impôts. Ça, cet électorat-là, que vous avez, il va mordre forcément il va être d'accord avec les thèses de François Fillon. C'est ça qu'on essaye un peu de... Vous croyez que c'est qu'il y a un moment, je crois que vous êtes équidistant. Je ne sais pas comment vous voyez les électeurs, mais vous pensez qu'il suffit de leur montrer une couleur comme ça, et puis hop, ils vont foncer. Non, mais on sait qu'il suffit de leur parler comme François Fillon, c'est pas le cadre de l'année. Puis c'est intéressé. François Fillon, il vous a pas échappé qu'il a été 5 ans Premier ministre. Il ne vous avait pas échappé qu'auparavant, il a été de nombreuses fois ministre. Non, mais vous ne croyez pas? Je peux vous assurer que les gens, eux, s'en souviennent. Un nouveau Fillon est né. Et je peux vous assurer que les gens, eux, s'en souviennent. Est-ce que vous pensez que les Français, y compris les commerçants, ceux dont vous avez parlé tout récemment, vont accepter qu'on détruise la sécurité sociale, vont regarder sans rien dire la destruction de la sécurité sociale. Partielle. La destruction partielle, c'est-à-dire qu'ils veulent la limiter au grand risque. Il veut la limiter aux maladies graves. Aux maladies graves. Donc ça veut dire, par exemple, que va-t-il faire? Il a changé d'avis, on va l'écouter. Que va-t-il faire, par exemple, du vaccin, de la gratuité pour les plus de 65 ans, du vaccin contre la grippe? Je ne pense pas que ce soit classifié dans les risques graves. Pourtant, ça peut devenir très grave. Ça peut même être mortel. Mais je vous réponds sur le fond. Vous m'avez posé une question. Donc, est-ce que vous pensez que ces gens-là vont considérer que François Fillon, qui dans le passé a augmenté la dette de 600 milliards d'euros, a accru les impôts de 30 milliards. Dans le passé. Mais alors, vous croyez que les gens considèrent que comme cela, on peut s'affranchir d'un bilan? Comme cela, on peut venir leur mentir dans les émissions de télévision? On peut venir leur dire n'importe quoi? Mais à ce moment-là, Sarkozy aurait été président pendant 15 ans, parce qu'il n'a eu de cesse de mentir et d'essayer de manipuler les gens. François Fillon... il ne va pas pouvoir réussir ce que Sarkozy avait réussi, à savoir faire une OPA sur le vote FN en captant ce vote identitaire et conservateur? Je ne le crois pas du tout. Moi, je crois que François Fillon, c'est un faux dur. C'est quelqu'un qui expliquait, il y a encore très peu de temps, c'était fin septembre sur France Inter, qu'il préconisait que l'État mette en place partout sur le territoire national des centres de migrants. Et il ajoutait, c'est la seule voie raisonnable. François Fillon, c'est celui qui, il y a quelques semaines, vous expliquait que s'il était encore maire, bien sûr, je le cite, bien sûr, il accueillerait un centre de migrants dans sa commune. François Fillon, c'est le premier Premier ministre dans l'histoire de la République. Vous êtes en train de dire qu'il est un menteur, en fait. C'est le premier Premier ministre dans l'histoire de la République qui a inauguré une mosquée géante de 3000 m² avec minaret en 2010 à Argenteuil. Ça n'avait jamais été fait avant, y compris sous le Parti socialiste. Ça, c'était en 2010, il a changé. Le Fillon nouveau trouve que l'islam peut être un problème. Le G changé. D'abord, il y a des citations
élections que je vous cite qui ont 2 mois d'âge, donc c'est pas ancien. Et ensuite, le j'ai changé. On l'a déjà entendu dans la vie politique française, avant les élections. On a vu ce que ça avait donné. Ça avait donné une imposture au pouvoir. Ça s'appelait Nicolas Sarkozy et François Fillon étaient Premier ministre. Voilà, François Fillon, c'est un immigrationniste. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'en ayant le programme de la mondialisation sauvage, il a forcément un programme sans frontières et immigrationniste. Parce que le grand patronat et la mondialisation sauvage veulent l'immigration massive. Quand le numéro 2 du MEDEF vous dit il a le programme rêvé, mais le MEDEF a toujours défendu l'immigration massive parce qu'ils en ont besoin pour faire baisser les salaires. Ils en ont besoin pour faire une concurrence à la baisse sur les salaires et sur le modèle social. Donc François Fillon, vous le prenez par n'importe quel bout, vous vous rendez compte que c'est une continuité aggravée. C'est une continuité encore plus compliquée. On va encore continuer plus dure avec à lui. vivre C'est pour en les tout cas la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après le Flash Info, toujours avec vous, Florian Philippot. نقاش فرانس 24 جدل الآن وحديث وتعليق من وفي كل مكان. France 24, c'est une passerelle entre les cultures, c'est la diversité. It's also a great way of sharing it and discussing it on social media. We give a voice to women and girls, whoever they are, wherever they are. هل تعرفون باريس؟ أحقا تعرفونها؟ تابعوا France 24 لمعرفة المزيد. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Europe, c'est sur notre chaîne. RFI et France 24 présentent Mardi Politique. Sur France 24 et RFI avec notre invité Florian Philippot, vice-président du Front National et député européen. Donc la question qu'on essaie de comprendre avec Véronique Regolès, c'est dans le fond, est-ce que face à Fillon, Marine Le Pen va devoir revoir sa stratégie? Parce que dans le fond, il y a quand même deux cœurs de l'électorat au Front National. C'est la version Marion Maréchal Le Pen, sur des thématiques effectivement très catho. Et vous, Marine Le Pen est inspirée par vous, c'est ce que vous reproche d'ailleurs le grand-père, enfin Jean-Marie Le Pen, c'est d'être sur une version étatiste, anti-euro, etc. Mais sur ce thème-là, vous allez rencontrer Mélenchon sur votre route. Ouais, écoutez, ça fait peut-être 4 ans qu'on me dit cela. Mais oui, mais là, vous avez un adversaire de taille qui est Fillon, sur des thématiques de valeurs traditionnelles. Ça fait 4 ans qu'on nous explique que le Front est terriblement divisé, alors qu'en même temps, on nous dit que c'est le seul parti qui ne fait pas de primaire, qu'il est au bord de la scission, de l'explosion, qui a 2 fronts irréconciliables. Vous avez caricaturé, parce que si vous me suiviez dans les réunions publiques, vous verriez que je sois au nord, ou au sud, ou à l'ouest, ou à l'est, ou en Ile-de-France, ou n'importe où. Vous n'êtes pas anti-mariage pour tous. Je dis exactement la même chose. Je parle d'économie, d'immigration, d'identité nationale, de souveraineté nationale, de services publics, d'écoles, de santé. Nous parlons et marions aussi de tout, parce que c'est à cela que s'intéressent nos compatriotes. Voilà. Pour le reste, sur l'économie, elle est sur des thèses un peu plus libérales que les vôtres, par exemple. Pour le reste, si Jean-Luc Mélenchon nous rejoint sur la dénonciation des inégalités de l'Union européenne, il est plus fort que vous là-dessus. Tant mieux, il appellera à voter pour nous au second tour. Voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus? Au bout d'un moment, je ne peux pas vous dire plus que cela. Il appellera à voter pour nous au second tour s'il se sent si proche. Mais pour le reste, je crois très honnêtement qu'il faut arrêter, quoi. Enfin, il faut arrêter. Vous savez, le Front National, il incarne aujourd'hui peut-être la dernière espérance pour beaucoup de Français. Tous les candidats face à nous sont européistes. Tous les candidats face à nous sont immigrationnistes. Tous les candidats face à nous considèrent, comme M. Fillon dans son propre programme actuel, page 58, que les frontières nationales, il dit, lui, c'est un leurre, c'est une démagogie, c'est dépassé. Tous considèrent que la France est un pays mineur à tous les sens du terme, c'est-à-dire mineur, un petit pays, et en même temps un pays qui n'a pas sa majorité, qui ne peut pas décider pour lui-même, qui est sous tutelle. Le Front National, lui, il croit profondément en la nation, en la patrie. Il croit en sa souveraineté, en son indépendance, tel point qu'il veut poser la question aux Français sur notre appartenance à l'Union européenne. Il croit en l'identité nationale et il veut arrêter cette politique folle d'immigration et de communautarisme dont chacun sait que François Fillon
la continuerait, puisqu'il l'a faite massivement quand il était aux responsabilités. On peut pas laisser dire ça, c'était un grand coup de frein sur ce thème. Et qu'aujourd'hui, il nous explique qu'il faut un Schengen puissance 2. Qu'est-ce que ça veut dire, un Schengen puissance 2, si ce n'est continuer l'ouverture totale des frontières? Qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est accepter... Non, mais on ne peut pas vous laisser dire ça comme ça. François Fillon, il a dit lui-même, dans cette je suis campagne, favorable à notamment l'accueil. dans le dernier débat avec Alain Juppé, a dit voilà, qu'il fallait arrêter de recevoir les réfugiés en nombre, qu'il fallait rétablir les 2 heures de contrôle aux frontières, qu'il fallait durcir les conditions de l'Europe, oui, mais aux frontières de l'Europe, nationales comme on le fait. Écoutez, ça fait des années qu'on nous vend ça, on nous a vendu. Donc de là à dire il veut plus de frontières, il veut plus rien. Non, il veut. Il veut comme les autres, comme tous les autres, 14 000 km de frontières européennes gérées par la Grèce et d'autres pays. Enfin, tout cela, on sait que ça ne fonctionne pas. Il faut évidemment des frontières. Est-ce qu'il faudrait faire un mur Non, des frontières simplement, sans caricature, des frontières nationales comme ça existe dans 95% des pays du monde. Et puis, pensez-vous un seul instant qu'il y a une majorité en France pour voter pour la suppression massive, il dit la désétatisation et le transfert massif vers l'assurance privée de la sécurité sociale, qui date du 4 octobre 1945. Est-ce que vous pensez qu'il y a une majorité pour supprimer l'ISF, mais en même temps augmenter la TVA de 2 points pour tout le monde? Mais c'est furieusement contre les classes moyennes, contre les familles, contre les classes populaires, contre les retraités. Et moi, je suis absolument persuadé que cette purge, cette saignée ultralibérale que veut nous imposer François Fillon, qui est le pire programme qu'on a vu depuis le 19e siècle, honnêtement du point de vue économique et social, puisqu'il revient même sur des acquis de l'après-guerre, eh bien les Français n'en voudront pas. Alors justement, sur la sécurité sociale, il s'est un peu amendé hier. C'était lundi. Oui, écoutez, c'est du classique. Hein. Il faut rassembler. Il faut se recentrer. Écoutez-le sur la sécurité sociale, il semble plus rassurant, en tout cas. On l'écoute. Ce que je veux, moi, c'est sauver la sécurité sociale, et je veux surtout que les personnes les plus modestes, les personnes âgées en particulier, ou les personnes aux revenus modestes, soient mieux remboursées qu'aujourd'hui. Mais je le dis ce soir devant tous ceux qui nous regardent, je prends l'engagement de faire en sorte que toutes les personnes qui doivent être protégées, toutes les personnes qui ont des revenus modestes ou moyens, ne soient pas moins remboursées demain qu'aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes rassuré là-dessus. Ça veut dire... Attendez. François Fillon essaie de lancer quelques signaux parce qu'il a probablement eu des remontées de terrain qui lui ont dit ce que tu as dit sur la sécurité sociale, c'est catastrophique, rassure notre électorat, on fera la purge ensuite. Vous n'avez pas passé tous les extraits, mais il dit dans le même extrait qu'il faudra ceci dit redéfinir le périmètre de la sécurité sociale. Que de jolis mots pour nous expliquer qu'il faut donc privatiser une grande partie des remboursements et de l'accès aux soins et de la prise en charge de la maladie en France. François Fillon nous explique là qu'en gros, il maintiendrait la CMU. Et l'AME réservée aux clandestins, la CMU réservée aux plus pauvres. La CMU, très bien. L'AME, nous sommes pour sa suppression et depuis très longtemps. Bon, l'AME, il veut quasi la supprimer. Et il la limite aux maladies infectieuses. Et Sarkozy voulait déjà la supprimer en 2007. Il a eu 5 ans pour le faire, il ne l'a pas fait. Donc évidemment que ce sont des promesses en l'air. Mais en réalité, tout le reste sera privatisé. Tout le reste passera aux mutuelles ou aux assurances privées. Et je crois que ceux qui, aujourd'hui, accepteraient ce programme, accepteraient qu'on détricote la solidarité nationale. Vous voyez, moi, je ne peux pas l'accepter. Mais je ne peux pas l'accepter d'autant plus que... Donc vous voulez faire aucune réforme, vous? Non, c'est pas ça, c'est que... On fait rien. Il y a tant de mauvaises dépenses publiques en France qu'on n'attaque pas. On demande des sacrifices, toujours aux mêmes. Alors c'est toujours les classes moyennes, les classes populaires, les retraités, les jeunes qui démarrent, les chefs d'entreprise. On leur demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Par contre, la gabegie de l'immigration, ça, personne n'en parle jamais. Parce qu'il ne faut pas croire que les centres d'accueil de migrants que préconise M. Fillon, ça ne coûte rien. Ça coûte évidemment beaucoup d'argent. La Cour des comptes avait chiffré à plus de 2 milliards d'euros par an. Il ne faut pas croire que l'Union européenne ne nous coûte rien. L'Union européenne, entre ce qu'on lui verse chaque année, 22 milliards, et ce qu'elle nous rend, y compris les aides agricoles, 13 milliards, il y a un différentiel de 9 milliards par an. Figurez-vous qu'avec 9 milliards par an, on peut en faire des choses. Pour tenter que les Français décident de quitter l'Union européenne, c'est pas gagné, ce serait un référendum. On ne peut pas croire que la fraude ne coûte rien non plus, si on parle de toutes les dépenses, ou la décentralisation et toutes ces strates qui se superposent, qui coûtent très cher, avec un nombre incroyable d'élus, beaucoup trop d'élus. Beaucoup trop d'élus en France, beaucoup trop d'élus. Moi, je suis dans là-dessus, vous êtes d'accord avec lui? Je siège dans une région. Je siège dans une région où il y a 169 élus. 169 il veut régions. faire un référendum là-dessus. Alors lui, pour réduire le nombre de parlementaires. Deux choses qui vous plaisent, référendum et réduire le nombre de parlementaires. Il veut fusionner régions et départements, donc supprimer les départements. Moi, je pense qu'il faut faire
précisément l'inverse. Je pense que les départements sont très importants, notamment pour la ruralité, le conseiller départemental, pour les maires. Par contre, il ne faut plus que nous ayons d'élus au niveau régional. Il ne faut plus non plus qu'il y ait de conseillers économiques et sociaux régionaux qui coûtent une fortune, qu'on doit payer chaque mois dans chaque région, et simplement des conseillers départementaux qui se réuniraient au niveau régional régulièrement. Ouais, on va pas rentrer trop dans Non, mais c'est intéressant parce que ça nous permettra en plus de revenir sur les anciennes régions, les vraies régions, l'Alsace, la Picardie, etc. Oui. Et non pas ces gros machins très coûteux et qui n'ont aucune âme ni aucune réalité. En revanche, sur l'aspect de politique étrangère, vous êtes d'accord sur Vladimir Poutine. C'est un grand homme, c'est un grand pays, il faut parler avec lui. Voilà, là-dessus, vous êtes en accord. Si on a réussi à convaincre quelqu'un dans cette élection présidentielle qu'il fallait arrêter de un peu sottement diaboliser... C'est le Front National, vous pensez, qui a convaincu François Fillon? En tout cas, nous étions seuls, désespérément seuls, il y a encore peu. Ça fait longtemps que Fillon prône ce rapprochement. Et François Fillon, qui n'était pas sur cette ligne quand il était aux responsabilités, manifestement, maintenant, souhaite un monde un peu plus équilibré et donc arrête de diaboliser, en tout cas dans les discours, la Russie. Bon, là aussi, on verra bien, ça reste des actes. Au moins, on arrêtera de nous dire que nous sommes les agents russes. Dans cette élection présidentielle, on a trouvé un autre agent russe, voyez-vous, qui s'appelle François Fillon, si on suit les analyses. Mais moi, j'aurais aimé surtout des actes. J'aurais aimé que, sous le quinquennat Sarkozy-Fillon, on ne nous fasse pas rentrer de nouveau dans le commandement intégré de l'OTAN. Parce que là, en matière d'atlantisme, on ne peut pas faire mieux. Oui, en matière de soumission aux États-Unis, on peut pas faire mieux. Considéré que c'était une erreur de Sarkozy de réintégrer la France dans le commandement. Ah, mais ce François Fillon, il en a avalé des couleuvres. Dis donc, c'est un homme faible. Comment va-t-il faire quand il sera face à Mme Merkel, à M. Juncker, à M. Poutine ou à M. Trump? Il n'était que Premier ministre. Cet homme qui fut si faible quand il était Premier ministre qu'il n'osa jamais rien dire, ni n'osa évidemment démissionner. Et puis, juste un mot sur la diplomatie, c'est important. Pour avoir une diplomatie, il faut avoir une armée, sinon on n'est pas crédible. Or, je vois dans le projet de François Fillon qu'il ne veut pas recréer de poste de militaire après la saignée sous l'époque Sarkozy-Fillon, puisqu'on avait supprimé sous son mandat 54 000 militaires. Lui, il ne veut pas un seul militaire en plus. Nous, au contraire, on estime qu'il faut recréer une vraie armée, aller vers 3% du PIB destiné à la dépense militaire. Je vois dans le même temps qu'il ne veut pas recréer un seul poste de policier et de gendarme, alors qu'ils en ont détruit. Il veut supprimer des fonctionnaires, oui. Mais oui, il veut en supprimer 500 000, des infirmières, des policiers, des gendarmes, des militaires. C'est vrai qu'il est flou là-dessus. Il est même pire que flou, il est très inquiétant. Les absents ont toujours tort. Véronique, peut-être une question sur la stratégie de Marine Le Pen. On voit bien qu'elle est partie en campagne, mais on n'a toujours pas de programme. Oui, la campagne, c'est février, le coup d'envoi de la campagne, 5 février, c'est ça? Alors, ce sera par des assises présidentielles à Lyon, début février. Oui. Est-ce que ça va pas être modifié par l'entrée fracassante en campagne? La droite a son candidat, elle se met en ordre de bataille. Est-ce que février, soudain, qui est une date assez classique dans une élection présidentielle, c'est pas un peu loin, d'autant quand on voit ces sondages qui, depuis 2 jours, donnent, on va regarder le sondage, Marine Le Pen sèchement battue par François Fillon à une élection présidentielle. Oui, 67% pour Fillon, Marine Le Pen 33%. Oui, ça c'est un sondage qui a été fait le jour ou même un peu avant. Il y en a deux autres. Il y en a même des pires que ça concernant il y en a même vu un qui a été fait avant la manière dont Marine Le Pen pourrait être et qui ont été faits à un moment où François Fillon était hyper médiatisé. Enfin, c'est même plus hyper, c'est ultra, méga, supra médiatisé. Donc qu'il en bénéficie un tout petit peu de manière passagère, c'est évident. Ça n'a pas changé votre entrée en campagne, ça reste... Vendredi prochain, Marine Le Pen en ce moment est à Outre-mer, à La Réunion. Elle va bientôt aller à Mayotte, puis en Guyane, où elle parle de son projet pour l'Outre-mer, remettre l'Outre-mer au cœur et non pas en périphérie. Ça, c'est important. C'est des terres de conquête pour vous. Ce sont des terres complètement oubliées par la République. Et c'est scandaleux. Il faut les remettre au cœur économiquement, en matière de sécurité, en matière de développement sur la mer, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Elle le fait en ce moment même. Et puis, là, vendredi, elle sera revenue. Nous faisons une grande convention sur l'énergie, l'écologie, c'est-à-dire tous les emplois de demain, lutter contre la pollution de l'air. La semaine prochaine, une grande convention sur la santé. Voyez-vous, donc on aura des choses à dire. On aura des choses à dire, notamment face au. J'allais dire heureusement parce qu'il y a face au programme, face au candidat. Il y a toujours pas de programme. Face au candidat de la dévastation sociale qu'incarne Monsieur Fillon. Et le programme finalisé interviendra début février. Mais en réalité, vous le connaissez déjà en large mesure. Vous savez très bien ce qu'on dit sur l'Europe, sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie, sur l'école, sur la santé. Nous avons fait déjà de nombreuses conventions avec un dévoilement du programme. Je voudrais qu'on parle dans un instant de l'Autriche. Il nous reste peu de temps. Un mot sur ce qui se passe dans le couple exécutif en ce moment entre François Hollande et Manuel Valls. Donc, le Premier ministre a promis pas de crise institutionnelle entre le Président de la République et le Premier ministre. La pression est retombée, mais comment vous analysez cette crise? Comment la regardez-vous? Moi, je le vois comme un long délitement. Ce quinquennat est un long délitement
où décidément rien parmi nos institutions n'aura été respecté. L'institution suprême qui est celle du président de la République, du chef de l'État, a été gravement abîmée sous le mandat Sarkozy, c'est une évidence. Le Fouquet, c'est tout le reste. Sous le mandat Hollande, ça a continué, ça s'est encore aggravé, avec ce fameux livre qui vient de sortir. Mais il y a eu l'affaire Leonarda, il y a eu beaucoup de choses. Je crois même que le quinquennat est un problème particulier. Il faudra revenir, au septennat. Se présente Hollande, parce que dans le fond, si vous avez un Montebourg qui prône la démondialisation et puis un Mélenchon, ça mord un peu vos mollets. Enfin, c'est surtout donc vous eux avez qui vont les deux vont se faire concurrence furieusement. Oui, mais vous avez tout intérêt à avoir écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a M. Macron qui est déjà déclaré. On ne sait pas lui s'il est à gauche ou à droite ou ailleurs. On n'a toujours pas bien compris ce qu'il proposait, puisqu'il ne propose jamais rien, il ne dit jamais rien. Donc il y a déjà M. Macron, il y aura peut-être François Hollande, dit-on. Vous le souhaitez ? Vous le souhaitez, oui. Je n'ai pas de conseil à lui donner. Je crois très honnêtement qu'il a très peu de chances d'être élu. Je crois même que ses chances sont égales à 0. Voilà. Mais le spectacle qu'on nous offre en ce moment, alors on est dans un pays qui connaît tant de problèmes avec l'islamisme, avec l'insécurité, avec le chômage, la pauvreté, les petites retraites, enfin tous ces problèmes majeurs, la santé, l'école, et on voit un couple exécutif qui se déchire, non seulement qui se déchire, mais qui fait le spectacle. Et qui se rabiboche quand même entre les deux. Et même, je vais vous dire, si François Hollande ou Manuel Valls, ou les deux, allaient participer à des primaires partisanes, ces fameuses primaires, moi, je trouve que ce serait un abaissement encore plus terrible de la fonction. Le voir débattre avec d'autres candidats, alors qu'il est encore la voix de la France dans le monde, alors qu'il est le chef de l'État. De grâce qu'il n'y aille pas. S'il se présente, au moins qu'il se présente en dehors des primaires. C'est le conseil que je peux lui donner. Mais je ne lui donne pas pour lui. Je lui donne simplement pour respecter la fonction présidentielle. On va parler de l'Autriche, parce que dimanche, c'est le deuxième tour des élections, où le candidat du FPO était arrivé en tête. Donc il y a un deuxième tour qui a été invalidé. Ça va être un troisième tour. Enfin, la première fois où ça a été invalidé, il est arrivé deuxième. Voilà, tout à fait. Vous avez raison. Alors, croyez-vous à une victoire du FPO, et puis est-ce que vous la souhaitez d'ailleurs ? Bien sûr, le FPO est un parti allié au Front National au Parlement européen. On travaille avec eux. Il y a eu des irrégularités lors de la dernière élection, ce qui fait que le candidat patriote avait perdu de très peu, je crois à 49,8% des voix. Enfin, c'est un candidat vert. J'espère que cette fois-ci, c'est le vert qui est arrivé en tête. Ouais. Voilà, il avait fait 50,2, mais il y avait eu des irrégularités constatées par là-bas les institutions autrichiennes. Donc ils ont refait le second tour. Ce second tour a lieu dimanche prochain. J'espère bien sûr que c'est pas notre candidat, puisque c'est une affaire autrichienne, mais en tout cas, le candidat de nos alliés, pour être plus précis, Norbert Hofer, pourra l'emporter et qu'il pourra changer la vie des Autrichiens. Alors, ce qui est assez intéressant... Mais je sais que c'est dur là-bas, il a toute l'oligarchie contre lui. Un peu comme au moment du Brexit ou au moment de l'élection de Trump. Ce qui est intéressant, c'est que Norbert Hofer, le candidat, a changé de stratégie entre ces... deux tours. Il a mis l'affaire européenne un peu sur le boisseau, la sortie de l'euro, parce que les Autrichiens ont mal vécu le Brexit. Est-ce que ça peut être une leçon pour vous de mettre un petit peu le mezzo voce sur la sortie de l'euro, parce qu'on sait, pour en revenir à la discussion de tout à l'heure, que chez les retraités, la sortie de l'euro, ça fait peur. Ça passe pas. Je pense que c'est de moins en moins vrai ce que vous dites, parce que l'euro est de plus en plus perçu comme une machine à appauvrir. De plus en plus, les gens voient bien que maintenant, on peut piocher dans l'épargne des gens pour renflouer les banques, à cause d'une directive européenne. Et tout ça est lié au sauvetage de l'euro. On voit bien que l'euro nous impose, c'est un peu, si vous voulez, le couteau qu'on a dans le dos. On nous met un couteau dans le dos, on nous dit on a le chantage de l'euro, donc on vous fait avancer dans la direction où on veut. Dans tous les domaines. Vous devez conserver Schengen, vous devez conserver la politique d'austérité, etc. parce qu'il y a l'euro. Et quand on n'est plus dans l'euro, et même quand on n'est plus dans l'Union européenne, on retrouve une liberté. Le Brexit se passe très bien. On nous avait annoncé l'apocalypse. Moi, je vois le chômage. Ça passe très bien. Ça passe très bien. Le chômage baisse. Elle est encore en discussion et ça ne se passe pas si bien que ça. On nous avait annoncé... Attendez, et le FMI, il y a un seul pays pour lequel le FMI a revu à la hausse et non pas à la baisse ses prévisions de croissance, c'est le Royaume-Uni. Non, mais pour les prévisions sont un peu moins bonnes en revanche. Elles sont très au-dessus de la France et de l'Allemagne, en tout cas. C'est l'homme qui tombe de la tour au 60e. Et on nous a annoncé les grandes entreprises vont partir. En 3 semaines, Google annonce la création d'emplois, Nissan annonce 3000 créations d'emplois au Royaume-Uni, la consommation, l'investissement, le tourisme augmente, le chômage baisse et le moral des Britanniques est au plus haut parce qu'ils voient qu'ils sont revenus dans un pays libre. Alors, et moi je dis aux Français,
ça aussi, cette question européenne, regardez-la de près. Regardez les candidats qui vous en parlent et ceux qui ne vous en parlent jamais. Oui. C'est simple, ceux qui en parlent, c'est Marine Le Pen. Peut-être attendez. aussi Nicolas Dupont-Aignan, pour être honnête. Ceux qui n'en parlent jamais, ce sont tous les autres, à commencer par M. Fillon. Mais quand on regarde l'Autriche, pardonnez-moi de revenir sur le cas de l'Autriche, quand même, il n'y a pas de chômage en Autriche. Il y a une immigration plus ou moins assez forte, mais contrôlée. C'est un pays qui est prospère. Comment vous expliquez, dans le fond, cette montée du national-populisme si il passe dimanche prochain? Patriotisme, n'employez pas des mots... dont vous savez national-populisme. Oui, je n'ai pas dit national-socialisme. Oui, enfin, vous changez une syllabe et vous y êtes. Hein, donc, non, je pense que ce justement, sont des mots qui n'ont pas je leur fais bien place. la différence. Je D'accord. vois où vous voulez m'emmener, mais non. Non, moi je considère qu'il faut respecter chaque vote, chaque camp, chaque candidat qui se présente et le traiter avec égalité, avec même respect. Il y a des Autrichiens qui votent pour le FPO massivement. Peut-être donneront-ils une majorité à ce président, que ça plaise ou pas aux puissances financières, aux puissances médiatiques, ce sera comme ça. Et je sais que l'élection de Trump a été un désastre dans des rédactions de presse et à Wall Street. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Et le Brexit de même. Eh bien, respectons les Autrichiens. Quelles sont les motivations du vote? Il y a un problème d'immigration, il y a un problème économique malgré tout, d'inégalité, etc. Il y a un problème d'indépendance par rapport à l'Union européenne. Une dernière question un peu courte. Il y a un mois, sur ce même plateau, Marine Le Pen n'excluait pas de démissionner si d'aventure, une fois élue présidente, les Français votaient contre le référendum pour sortir de l'UE. Est-ce que ça reste d'actualité? C'est-à-dire qu'on fera un référendum au bout de 6 mois. Très court la réponse. Oui, mais il n'y a rien de changé. Oui. Donc elle démissionnera si les Français ne voulaient pas sortir de l'UE. De toute façon, je vais vous dire, cette question ne se pose pas. Les Français auront élu Marine Le Pen sans un programme très clair et sauront très bien que si elle n'a pas les instruments des frontières, du budget, de la monnaie, du patriotisme économique pour mener sa politique, alors ça ne sert à rien d'avoir voté pour cette politique puisqu'elle ne pourra pas être mise en place. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci à vous d'avoir été là. Merci Véronique Rigolet. Merci à Pauline Hellman et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Le journal de l'Afrique